Si tu écoutes cette histoire tard le soir, abonne-toi, laisse un like et surtout, n'attends pas la fin pour regarder l'heure. Parce qu'il existe des endroits où le conseil « rentrer avant la nuit » n'a rien d'une vieille superstition de campagne. Dans certains villages, c'est la seule règle qui sépare encore les vivants de ceux qui restent dehors après la cloche du soir. Je n'avais pas remis les pieds à Val-Gris depuis mes 8 ans. Et même à cet âge-là, je n'y étais resté qu'une seule journée. Un dimanche de juillet, selon ma sœur. Moi, je ne m'en souvenais pas vraiment. J'avais gardé seulement des images sans ordre. Une route blanche entre 2 champs, une maison avec des volets lourds, l'odeur du linge humide, le bruit d'une cloche qui ne ressemblait pas à celle des églises de ville. Puis plus rien. Notre mère n'avait jamais voulu y retourner, et elle n'en parlait presque jamais. Quand on insistait un peu, elle disait simplement que ce village n'était plus pour elle, que la famille y avait laissé assez de choses, et qu'il valait mieux garder les morts à leur place. Après sa mort, c'est moi qui ai trouvé la lettre du notaire. Une maison restée vide depuis des années, dans ce même village, nous revenait à ma sœur Claire et à moi. Pas une fortune, pas un domaine, juste une vieille bâtisse au bout d'une rue en pente, avec un terrain derrière et une dépendance écroulée. L'idée la plus raisonnable était de la vendre vite, avant que l'humidité et l'abandon ne finissent le travail. Claire pensait pareil. Nous avions besoin d'argent, pas de nostalgie. Notre mère n'était plus là pour s'y opposer, et nous avions passé l'âge de craindre les lieux qu'elle évitait. Nous sommes arrivés un mardi matin, vers 11h, sous un ciel très clair qui rendait tout presque trop net. La route départementale traversait des collines basses, des champs de maïs déjà coupés, des bois serrés. Puis le GPS nous avait fait quitter l'axe principal pour une bande d'asphalte plus étroite. Un panneau tordu annonçait « Val-Gris sans fleurs ni devise », simplement le nom, en lettres noires sur fond blanc, posé comme un constat. Derrière, le village apparaissait d'un seul bloc. Une poignée de maisons de pierre, une place, un clocher trapu, un café-tabac, un arrêt de bus sous un abri en plexiglas, et autour, des prés qui semblaient garder leur distance. Claire conduisait. Elle avait toujours conduit comme elle vivait, avec plus de colère que de prudence, mais ce jour-là, elle était calme. Peut-être à cause de l'enterrement récent, peut-être à cause du silence du paysage. Elle a coupé le moteur sur la place et nous sommes restés une seconde dans la voiture à regarder les façades fermées. « C'est ça ?» a-t-elle demandé. Apparemment. Je comprends pourquoi elle n'en parlait pas. On dirait un décor qui attend quelque chose. J'ai voulu plaisanter, mais il y avait effectivement une gêne dans l'air. Pas une hostilité ouverte, plutôt cette retenue particulière des endroits où les gens ont pris l'habitude d'observer avant de répondre. Le café en face avait 3 tables dehors, mais une seule occupée par 2 hommes âgés qui parlaient peu. Une femme balayait le seuil de la boulangerie. Plus loin, un enfant roulait à vélo, puis s'est arrêté en nous voyant, comme s'il calculait s'il devait continuer ou rentrer. Le notaire nous avait laissé les clés chez le patron du café. Nous y sommes entrés. Odeur de marc, de bière ancienne et de bois lavé. Le patron, grand, maigre, cinquantaine dure, nous a regardés comme s'il savait déjà qui nous étions avant que je me présente. « Les enfants de Marianne », a-t-il dit. Ce n'était pas une question. J'ai hoché la tête. Claire a demandé les clés. Il a sorti un trousseau d'un tiroir sans se presser.
En le posant sur le comptoir, il a demandé « Vous comptez rester combien de temps ?»« Une nuit, peut-être 2, le temps de faire l'inventaire, » a répondu Claire. « Pourquoi ?» Il a essuyé un verre déjà propre avant de répondre. « Partez avant la tombée du jour, si vous pouvez. » Claire a eu un petit rire incrédule. « C'est une blague locale pour les nouveaux ?» Non. Il avait dit ça sans menace ni amusement, simplement avec une fatigue étrange, comme quelqu'un qui répète une information pratique à quelqu'un qui, de toute façon, ne l'écoutera pas. J'ai demandé s'il y avait un problème de route la nuit, des sangliers, des travaux, n'importe quoi de rationnel qui raccrocherait sa phrase au monde. Il a secoué la tête. Si vous devez repartir, repartez avant la cloche de 7 heures. Puis s'est éloigné vers la machine à café, comme si l'échange était terminé. Claire m'a lancé un regard qui disait exactement ce que je pensais. Village de campagne, vieille manie, goût exagéré du mystère. Nous avons pris les clés, remercié, et traversé la place pour rejoindre la maison. Elle se trouvait un peu plus haut, au bout d'une rue étroite bordée de murets. En chemin, nous avons croisé une vieille femme qui arrosait des géraniums à l'entrée d'un portail. Elle nous a regardé longtemps, puis a demandé, sans dire bonjour, « Vous dormez là-haut, chez les Delmas ?» C'était le nom de notre mère, ai-je dit. « On vient pour la maison. » Elle a essuyé ses mains sur son tablier. « Fermez bien les volets avant le soir. » Claire a répondu merci, avec cette politesse tendue qu'elle réserve aux gens qui lui parlent comme à une enfant. Mais la vieille femme a ajouté, plus bas, « Et si quelqu'un vous appelle dehors après la cloche, ne répondez pas. » Le ton n'avait rien de folklorique. Ça me dérangeait déjà un peu plus. 2 personnes en moins de 20 minutes, sans se consulter, sans sourire, nous donnaient exactement le même type d'instruction. J'ai regardé autour de nous. La rue était vide, blanche de soleil, sans le moindre signe de menace. La forêt la plus proche était à des centaines de mètres. Rien ne justifiait ce théâtre. La maison de notre mère ressemblait à mes souvenirs flous, sans que je puisse dire comment. 2 niveaux, façade gris pâle, toit bas, 3 fenêtres au rez-de-chaussée, 2 à l'étage, une petite cour devant et un jardin plus grand derrière, envahi d'herbes hautes. À l'intérieur, l'air avait cette odeur de lieu clos qui mélange papier, poussière, drap oublié et humidité lente. Les volets intérieurs étaient épais, renforcés par des barres métalliques qu'on ne voit plus dans les maisons ordinaires. La première chose que Claire a dite en entrant, c'est « Pourquoi il y a des verrous partout ?» C'était vrai. Pas des serrures normales, mais des systèmes ajoutés. Des crochets, des barres coulissantes, des taquets solides sur presque toutes les ouvertures. Même la porte de la cave en possédait 2. On aurait dit que quelqu'un, à une époque, avait moins voulu empêcher de sortir que tenir quelque chose dehors. Nous avons passé 2 heures à ouvrir, aérer, déplacer des draps, vérifier l'état des pièces. Le rez-de-chaussée comprenait une cuisine, un salon, une salle à manger presque vide. À l'étage, 2 chambres, une petite salle d'eau et un grenier sous pente. Rien d'extraordinaire, sauf une impression persistante de défense. Les rideaux du bas étaient doublés d'un tissu noir épais. Les volets du jardin possédaient des renforts intérieurs. Dans un tiroir de cuisine, nous avons trouvé 3 lampes torches alignées avec des piles neuves, comme si quelqu'un avait préparé une procédure. Sur le mur du couloir, une horloge ancienne avançait de 9 minutes exactement. Claire l'a comparée à son téléphone, puis a dit
C'est réglé exprès. Ce n'est pas un hasard. J'ai haussé les épaules, mais je le pensais aussi. Vers 13h, nous avons ressorti quelques cartons du grenier. Des papiers, du linge, 2 albums photos et plusieurs cahiers d'écolière appartenant à notre mère. Son prénom de jeune fille, Marianne Delmas, y était écrit sur des couvertures souples avec des années différentes. Claire les a empilés sur la table de la cuisine pour les regarder plus tard. Nous avons mangé des sandwichs achetés au village, assis face à la fenêtre du jardin. Tout paraissait de nouveau presque normal. Un chien aboyait au loin. Une voiture a traversé la place. Le soleil tapait sur les pierres. Il était facile de se moquer de l'ambiance du matin. C'est en redescendant chercher d'autres cartons que j'ai remarqué la cloche. Pas celle de l'église, une autre, plus grave, plus brève, suspendue quelque part hors de vue. Elle a sonné une fois à 14h, puis plus rien. Le son ne ressemblait pas à un appel religieux, ni à une cloche d'école, plutôt à un signal qu'on ne discute pas. Claire l'a entendu aussi. C'est quoi ça ? Aucune idée. Ça donne envie de repartir juste pour ne plus l'entendre. Nous ne sommes pourtant pas repartis, parce qu'on venait de faire la moitié du travail, parce que le ridicule nous tenait encore, parce que les mises en garde, au fond, nous donnaient envie de tout finir et de rire ensuite de notre propre tension. L'après-midi a commencé à produire ces petites anomalies. D'abord, sur la place, les commerces ont fermé tôt, beaucoup trop tôt. À 16h15, le boulanger tirait déjà son rideau. Le café repliait les tables extérieures. Une camionnette de livraison est repartie en sens inverse à vive allure, comme si elle avait dépassé une limite invisible. Des enfants jouaient encore près du monument aux morts. Puis une femme est sortie d'une maison et a sifflé. Ils ont aussitôt rentré leur vélo sans protester. Personne ne traînait. Personne ne s'attardait. Même les conversations, quand nous croisions quelqu'un, semblaient tendues vers l'heure plutôt que vers nous. Ensuite, il y a eu le bus. L'arrêt se trouvait sur la place et nous avions prévu, si nécessaire, de redescendre le lendemain en laissant la voiture ici pour revenir plus tard avec une agence. Par simple curiosité, j'ai regardé les horaires affichés dans l'abri. 3 départs quotidiens vers la ville la plus proche. Le dernier, à 18h12. Mais quelqu'un avait ajouté au marqueur noir sous la plaque cette phrase. Après 18h, ne pas attendre dehors. Pas un acte de vandalisme adolescent. L'écriture était trop appliquée. Je l'ai montrée à Claire. Elle a pris une photo, puis a soufflé. Tu sais quoi ? J'aime pas du tout ce village. On finit, on dort si on doit, et demain on part. Non, on finit et on part ce soir. Je crois que c'est à ce moment-là que l'histoire aurait pu s'arrêter proprement. Il était encore moins de 17h. Nous avions le temps de reprendre la route, de dormir à l'hôtel dans la ville suivante, de revenir avec une équipe. J'aurais dû dire oui. À la place, j'ai répondu cette phrase imbécile qui ruine toujours tout. On a largement le temps. Claire m'en a voulu immédiatement. C'est exactement ce que disent les gens dans les histoires où ils meurent à cause de leur timing. Je l'ai suivi quand même jusqu'à la maison, mais sans accélérer. Nous avons trié encore des papiers, pris quelques photos pour l'agence immobilière, vidé un buffet. À 17h30 passé, Claire a reposé un cadre et a dit « Stop, on y va maintenant ». Je suis sorti chercher le dernier carton laissé dans la dépendance écroulée du jardin. Cela m'a pris peut-être 3 minutes, 4 au plus. Quand je suis revenu, elle attendait dans l'entrée, les clés de voiture à la main, déjà agacée. « Dépêche-toi !» Nous avons fermé la porte, descendu la rue et rejoint la place. Le bus venait de partir. Nous n'avons vu disparaître au bout de la route principale
sa silhouette blanche avalée par la courbe. Claire a frappé le volant de colère. « Tu plaisantais quand tu disais largement le temps ? On a la voiture. Oui, on a la voiture. Et j'ai quand même l'impression très nette qu'on aurait dû prendre ce bus. » Sur la place, le village avait encore changé. Il n'était pas désert, pas tout à fait, mais vidé de sa lenteur ordinaire. Les rares gens dehors allaient vite. Une femme fermait ses volets avant même la fin du soleil. Le patron du café retournait l'enseigne pour afficher fermé. Il nous a vus traverser et a simplement secoué la tête. Pas comme un reproche, comme un homme qui constate qu'une chose annoncée arrive quand même. Claire a baissé sa vitre. « On part maintenant, ça va !» Il s'est approché. « Faites vite !»« De quoi au juste ?» ai-je demandé. Pour la première fois, il a eu l'air de vouloir répondre vraiment. Il a regardé le ciel, puis la rue vide, puis nos visages. Après la cloche de 7 heures, ne restez pas sur les routes. Si vous entendez quelqu'un que vous connaissez dehors, ne vous arrêtez pas. Si une silhouette vous fait signe, ne la prenez pas en voiture. Et si vous revenez à la place alors que vous avez roulé tout droit, ne coupez pas le moteur. Claire l'a fixé comme on fixe quelqu'un qu'on soupçonne d'être fou, mais qu'on n'arrive pas tout à fait à mépriser. Ça veut dire quoi ? Revenir à la place ? Ça veut dire que vous n'êtes pas parti assez tôt. Je n'ai pas su quoi répondre. Derrière lui, les dernières devantures se fermaient. Une claque de volet ici, une porte là, une chaîne tirée, un rideau. Tout le village rentrait. C'était presque beau, si l'on oubliait la peur qui poussait ce mouvement. Claire a remis sa vitre. On se casse. Nous avons quitté la place à 18h41, d'après le tableau de bord. Le soleil descendait déjà derrière les collines, étirant les ombres des arbres sur la route. Au début, rien. La voiture roulait bien. Le GPS affichait le bon itinéraire. J'ai même eu honte de l'angoisse absurde qui montait dans ma poitrine. Nous n'avions qu'à continuer. Dans 20 minutes, nous serions sur la départementale. Dans 40, à l'hôtel. Fin d'histoire. Puis la cloche a sonné. Une seule fois. Très loin. Ou peut-être partout à la fois. Grave. Courte. Définitive. Claire a serré le volant. « T'as entendu ? » ?»« Oui. »« Dis-moi que c'est l'église. » Je n'ai rien dit. L'église était derrière nous, et son clocher ne portait pas une telle cloche. Le son semblait venir du paysage entier. La lumière a changé presque aussitôt. Pas l'obscurité complète, pas encore. Mais ce moment précis où les choses cessent d'appartenir au jour sans appartenir encore à la nuit. Le monde perd ses détails les plus rassurants. Les chemins deviennent plus nombreux qu'ils ne le sont. Les arbres paraissent plus proches. Même les champs ont l'air de se retirer de la vue. Nous avons roulé encore 5 minutes. Puis nous sommes revenus à la place. Pas exactement la place entière d'abord. Le monument aux morts, vu sur la droite entre 2 maisons, puis le café fermé, puis l'abri de bus. Même angle, même enseigne. Claire a freiné si brusquement que mes épaules ont cogné la ceinture. « Non !» Le moteur tournait toujours. « T'as pris un autre embranchement ?» ai-je demandé trop vite. « Non. Peut-être la route fait une boucle. Il n'y a pas de boucle. » Elle avait raison. Nous avions roulé droit. Aucun carrefour notable. Aucun demi-tour. Aucune route secondaire prise par erreur. Pourtant, le village se tenait encore devant nous. Vidé. Volet clos. Comme s'il n'avait jamais quitté le bord du pare-brise. La place était maintenant totalement vide. Pas un habitant dehors. Pas un chat. Pas une fenêtre ouverte. Seules quelques lueurs filtrant derrière des rideaux trop épais indiquaient qu'il restait du monde à l'intérieur. Le café était fermé, mais sa lumière d'arrière-salle brûlait encore.
Le clocher se découpait noir sur un ciel qui perdait son bleu. « On repart », a dit Claire. « Tout de suite. » Nous avons refait la route en sens inverse. Même résultat. Une ligne droite, un bois, un virage très léger, puis de nouveau la place, comme si le village s'était mis à tourner autour de lui-même, en gardant toutes ses sorties pour plus tard. La troisième tentative s'est encore pire passée, parce que le GPS a cessé d'aider. L'icône de la voiture glissait hors de la route, revenait, puis affichait carrément une position immobile au centre du village, alors que nous roulions. Claire a éteint l'écran d'un coup sec. « Très bien, on se remet à la maison. On attend le matin. » Et si c'était exactement ce qu'il voulait nous éviter? Tu préfères quoi? Rester sur une route qui revient ici? C'était le seul argument possible. Nous avons regagné la maison de notre mère, alors que la dernière lumière du ciel s'effaçait derrière les toits. J'ai senti quelque chose céder dans mon ventre en refermant la porte derrière nous. Pas parce que nous étions en sécurité, parce que nous acceptions enfin d'être coincés. À l'intérieur, la maison paraissait plus petite qu'en plein jour. Nous avons fermé les volets un par un, vérifié les verrous, tiré les rideaux, allumé toutes les lampes. Claire se déplaçait vite, nerveusement, comme si l'action physique pouvait remplacer un plan. Quand elle est arrivée à la fenêtre de la cuisine donnant sur le jardin, elle s'est immobilisée. « Viens voir. » Je l'ai rejointe. Dans le fond du terrain, derrière les herbes hautes et près de la clôture tordue, une silhouette se tenait debout. Pas assez proche pour distinguer un visage, juste une forme verticale, un peu trop haute dans le gris du soir. Elle ne bougeait pas. On ne pouvait pas dire homme ou femme. Elle regardait la maison, j'en étais certain sans pouvoir le prouver. Un voisin, ai-je murmuré. Claire a reculé d'un pas. À cette heure-ci, sans lumière, dans notre jardin? Nous avons attendu quelques secondes. La silhouette n'a pas avancé. Elle n'a pas fait signe. Elle a simplement cessé d'être visible quand la nuit a pris tout le fond du terrain. C'est ce qui a été le plus insupportable. Elle ne s'est pas retirée. Elle a juste été mangée par le noir. Claire a verrouillé la cuisine. « Je vais lire les cahiers », a-t-elle dit. J'ai protesté faiblement, mais j'ai compris presque aussitôt. Les seuls gens qui pouvaient encore nous expliquer quoi faire, même indirectement, étaient les morts ou la mémoire. Nous avons étalé les cahiers de notre mère sur la table. Au début, rien que des leçons, des dictées, des listes, des dates. Puis, en avançant vers ses 13 ans, certaines pages changeaient. Moins d'école, plus de notes courtes, souvent écrites rapidement, parfois recopiées au propre comme si elle craignait d'oublier une règle. Ne jamais être sur la route après la cloche. Si on entend la voix de quelqu'un dehors, ne pas répondre avant le lever du jour. Ils ne viennent pas tous en même temps. Le plus dangereux est celui qui ressemble encore. Comptez les fenêtres allumées avant la nuit. Si le nombre change après la cloche, ne pas regarder longtemps. Claire lisait à voix haute, de plus en plus lentement. Je suivais du doigt des pages où la même angoisse revenait sous des formes légèrement différentes. À 14 ans, notre mère écrivait déjà comme quelqu'un qui tenait un manuel de survie. Il y avait des dates d'été surtout, puis d'automne. Une note m'a coupé la respiration. Maman dit qu'on ne part jamais tous. Le village reprend toujours quelqu'un si la route est prise trop tard. « Le village reprend ?» a soufflé Claire. « C'est quoi cette phrase de malade ?» Je ne savais pas. Mais une autre note, plusieurs pages plus loin,
nous a encore plus secoués. Je peux peut-être partir un jour, si la cloche sonne pendant que quelqu'un d'autre est encore dehors. Claire a reposé le cahier. Non! Tu crois qu'elle parlait de quoi? Elle a tourné vers moi un visage déjà vidé de couleurs. Je crois que maman n'a pas fui ce village. Je crois qu'elle a été laissée partir. Le silence de la maison autour de nous s'est épaissi. On entendait à peine le tic de l'horloge avancée, et parfois un bruit lointain venu du bourg. Pas des voix, pas des moteurs, des déplacements minimes, un battement de volée peut-être, ou quelque chose qui passait près d'un mur extérieur. Puis quelqu'un a appelé mon prénom dehors, très doucement, comme une personne qui ne veut pas réveiller les autres. J'ai levé la tête si vite que ma nuque a craqué. Claire a blêmi. « Tu l'as entendu ?» C'était ma propre voix qui allait répondre oui, quand la note du cahier m'est revenue en plein visage. Si on entend la voix de quelqu'un dehors, ne pas répondre avant le lever du jour. Le prénom a été répété, cette fois plus près de la porte d'entrée. Pas crié, soufflé presque affectueusement. Martin. Claire m'a saisi l'avant-bras si fort qu'elle m'a fait mal. Ne dis rien. Nous sommes restés immobiles, à écouter. Une troisième fois, puis plus rien. J'ai compris alors la logique de la peur du village. Ce n'était pas simplement une présence nocturne, c'était une présence qui savait déjà comment entrer, par la voix, par l'habitude, par le réflexe humain de répondre quand on croit être appelé. La nuit s'est installée totalement. Nous avons décidé de ne pas monter à l'étage. Trop de fenêtres, trop de couloirs, trop de distance entre nous et la porte. Nous avons tiré le vieux canapé du salon jusqu'au mur intérieur, préparé 2 lampes, gardé les cahiers, de l'eau, des couteaux de cuisine par pur automatisme ridicule. Vers 21h, Claire a proposé un dernier essai de fuite. À pied jusqu'à la place, peut-être. Attendre dans la voiture en plein centre. Chercher la maison du patron du café. J'ai refusé aussitôt. Rien en moi n'acceptait l'idée de mettre un pied dehors. Puis nous avons entendu quelque chose dans la rue. Des pas. Pas rapides. Pas traînants. Une cadence lente, égale, trop calme pour être celle d'un voisin pressé. Ils se sont arrêtés juste devant la maison. J'ai retenu mon souffle. Claire fixait la porte, comme si elle allait se mettre à gonfler. Un frottement a suivi, très léger, comme des doigts glissant sur le bois extérieur, cherchant une rainure, un relief, une poignée. Puis une voix de femme, inconnue cette fois, a demandé d'un ton presque administratif. « Vous êtes bien rentré avant la nuit ?» Claire a fermé les yeux une seconde, comme si l'horreur trouvait toujours le moyen d'ajouter l'ironie. Nous n'avons pas répondu. Les doigts ont continué de glisser sur la porte encore quelques secondes, puis les pas se sont éloignés. Je crois que nous serions restés là jusqu'à l'aube sans plus bouger, si la maison elle-même n'avait pas changé ensuite. D'abord, l'horloge du couloir s'est arrêtée. Pas cassée, arrêtée. Les aiguilles bloquées à 21h07. Ensuite, une lumière s'est allumée à l'étage. Aucune de nous deux n'y était montée depuis des heures. Nous avons pourtant vu, du salon, un filet jaune passer sous la porte de la chambre de notre mère. Claire a murmuré « non », comme si le mot pouvait rester petit. Puis la lumière s'est éteinte, puis rallumée. Pas un problème électrique, un geste. « Il y a quelqu'un là-haut », a-t-elle dit. « Ou quelque chose qui veut qu'on monte. » J'avais fini par employer ce mot, sans y croire davantage. Simplement parce qu'aucun autre n'était assez large. Nous ne sommes pas montés. À la place, nous avons relu les dernières pages du cahier. Plus près de ses 16 ans, l'écriture de notre mère devenait plus tendue, plus serrée, comme si elle écrivait vite avant de perdre le droit ou le temps. Ils ne savent pas toujours bien faire les visages au début. S'ils t'appellent avec la bonne voix, attends encore. Le matin reprend les formes, pas les noms. Si je pars,
Je ne dois pas me retourner au premier carrefour. Maman dit qu'il faudra peut-être choisir. Claire a lu la dernière phrase 3 fois. Il faudra peut-être choisir. Choisir quoi? La réponse est venue de dehors, sous la forme d'un bruit de moteur. Une voiture. Pas la nôtre. La nôtre était garée juste devant et coupée depuis longtemps. Ce bruit venait de la rue basse, montait lentement vers la maison, puis s'est arrêté. Des portières ont claqué. J'ai senti mon cœur monter jusque dans ma gorge. Claire a avancé vers le volet du salon. Je lui ai dit non, trop fort. Elle m'a lancé un regard de haine nerveuse. Et si c'était des gens du village? Personne ne sort après la nuit. Tu l'as vu. Alors quoi? On attend qu'ils entrent? Je n'ai pas eu le temps de répondre. On a frappé à la porte d'entrée. 3 coups nets. Puis la voix de notre mère a dit « Ouvrez-moi ». Tout s'est vidé en moi à l'instant où je l'ai entendu. Pas parce que je croyais sincèrement qu'elle était revenue, parce que la voix était presque exacte. La fatigue dans la fin des phrases, cette manière de poser la douceur avant l'ordre, le genre de détail qu'aucun acteur ne pense à imiter. Claire a fait 2 pas vers la porte avant de saper de l'aile non. Non, non. La voix de notre mère a repris, plus bas, plus proche du bois. Claire, Martin, ouvrez, dépêchez-vous. Je me suis mis à trembler si fort que j'entendais mes dents. Il y a des choses auxquelles on résiste intellectuellement. Une silhouette, un bruit, une route impossible. Mais une voix morte qui s'est encore ou appuyée dans ton corps, c'est autre chose. Claire pleurait déjà sans bruit, les mains plaquées contre sa bouche. « Et savait nos prénoms », a-t-elle dit. « Le cahier, ils savent les noms. Mais pas comme ça. » Dehors, la voix a changé de stratégie. Elle s'est mise à parler vite, presque paniquée. « Écoutez-moi, vous devez sortir maintenant, il y en a derrière la maison. » J'ai senti Claire vaciller à nouveau. C'était bien joué. Trop bien. Parce qu'une partie de moi voulait vérifier. Ouvrir juste assez. Regarder. Donner à la voix une chance d'être impossible autrement. Puis quelque chose a gratté contre le volet de la cuisine, côté jardin. Long, lent, patient. Comme si des ongles ou des branches très fines y glissaient du haut vers le bas. Nous étions pris entre 2 appels, la porte et le jardin, la mer et l'inconnu, la façade et l'arrière. C'est exactement là que la maison a cessé de paraître une défense. Elle est devenue un piège éclairé. La voix de notre mère s'est tue d'un coup. Les grattements au jardin aussi. Pendant quelques secondes, plus rien. Puis un son très faible est venu du plafond. Un pas à l'étage. Nous nous sommes regardés sans parler. La lumière, la voix, maintenant les pas. Quelque chose ou quelqu'un se déplaçait au-dessus de nous. Impossible puisqu'on n'était pas monté. Impossible aussi que quelqu'un soit entré sans que nous l'entendions. Et pourtant le plancher l'annonçait clairement, avec ce petit craquement familier des vieilles maisons qui savent parfaitement combien pèse un corps. Un second pas, puis un troisième, lent, comme si la chose d'en haut découvrait les pièces avec nos souvenirs. Claire a saisi sa veste. Je préfère courir dehors que rester ici. Courir où? J'en sais rien. Au café, à l'église, n'importe où. C'était insensé. C'était peut-être aussi la seule chance. Le cahier de notre mère, la phrase du patron, la boucle des routes, tout pointait vers une règle simple. La nuit, rester dehors trop longtemps vous faisait appartenir à autre chose. Mais rester à l'intérieur ne signifiait plus être protégé si la maison pouvait déjà être occupée. Nous avons attendu un bruit plus clair. Il est venu sous la forme d'une poignée. La porte de la chambre à l'étage,
juste au-dessus de nous, à tourner lentement. Pas d'un coup, pas violemment, avec cette patience terrible de quelqu'un qui n'a aucune raison de se cacher davantage. Claire a ouvert la porte d'entrée. Je crois que nous avons décidé de fuir en même temps, avant même de nous l'avouer. L'air nocturne nous a frappés comme de l'eau noire. La rue semblait plus large que le jour, et pourtant plus fermée. Les fenêtres du village étaient presque toutes éteintes, sauf quelques rectangles très faibles derrière les rideaux. Aucune voix humaine, aucun moteur, rien qui donne envie de demander de l'aide. Nous avons couru jusqu'à la voiture. Claire a déverrouillé, a démarré au quart de tour, et nous avons plongé vers la place. Au milieu de la route, une silhouette se tenait déjà là. Pas soudainement matérialisée. Elle était peut-être présente depuis le début du mouvement, mais les phares la découpaient maintenant entièrement. Trop haute, trop droite, les bras le long du corps, le visage tourné vers nous. Pas un animal, pas un ivrogne. Quelque chose qui avait encore une forme humaine, mais n'en utilisait plus les proportions correctement. Claire a donné un coup de volant et l'a contourné de justesse. Je me suis retourné malgré moi par la lunette arrière. La silhouette n'avait pas bougé. Elle nous suivait seulement du regard, si tant est qu'elle eut encore un regard. La place a surgi devant nous, vide, blanche sous les phares, et nous avons pris la sortie principale à vive allure. Pas de détour, pas d'hésitation, rien que la route. Pendant 30 secondes, j'ai cru que cela allait fonctionner. Les maisons se sont espacées, les champs ont repris, le clocher a disparu. Puis nous avons croisé le panneau d'entrée de Valgry. Encore. Cette fois du mauvais côté, comme si nous arrivions au village alors que nous en sortions. Claire a poussé un cri de rage pure et a frappé le volant. « Non, non !» La voiture a dérapé légèrement dans le virage. J'ai regardé le panneau dans le rétroviseur. Son reflet a vacillé. Et juste en dessous, 3 silhouettes attendaient déjà au bord de la route, immobiles, dans les hautes herbes. Nous avons recommencé à traverser le village. Mais il n'était plus le même. Les maisons semblaient plus tassées, les rues plus étroites. Surtout, quelques silhouettes se tenaient maintenant devant certaines portes, tournées vers les façades, comme si elles attendaient qu'on les laisse entrer ou qu'on les reconnaisse. Aucune ne bougeait. Quelques-unes paraissaient encore presque humaines. Une femme avec un manteau, un homme courbé, un adolescent en sweat. Sauf qu'aucun ne respirait comme un vivant. On le sentait, sans même l'entendre. Claire roulait vite, trop vite pour ces rues. Elle a pris la direction du café par réflexe. Le patron nous avait peut-être laissé un accès, une cave, une réponse, quelque chose. Le café était éteint. Mais la porte s'est ouverte au moment où nous freinions devant. Le patron est sorti, une lampe à la main. Il n'a pas eu l'air surpris de nous voir. « Il est trop tard », a-t-il dit. « Alors dites-nous quoi faire !» a hurlé Claire à travers la vitre. Il a approché. La lumière de sa lampe creusait son visage d'ombre dure. « Retournez à la maison jusqu'à l'aube. Il y a déjà quelque chose dedans. » Alors l'un de vous doit être dehors au lever du jour. Le silence qui a suivi cette phrase m'a paru se casser en moi plutôt qu'autour de nous. « Quoi ?» ai-je demandé. Il m'a regardé avec une pitié sèche. « Votre mère n'est pas partie seule. C'est pour ça qu'elle a pu vivre ailleurs. Le village laisse toujours repartir un nombre égal. Il ne supporte pas le manque. » Claire a coupé le moteur. Elle est sortie de la voiture avant que je la retienne. « Vous êtes en train de nous dire que notre mère a laissé quelqu'un ici ?» Je dis qu'elle a couru avant la cloche, pendant que sa sœur était encore sur la route. Je n'avais jamais entendu parler d'une sœur. Jamais. Notre mère avait toujours prétendu avoir grandi seule. Claire a reculé, comme si on l'avait frappée. Le patron a poursuivi, sans dureté, presque avec lassitude. Au matin,
on retrouve parfois les formes, pas les personnes. Votre mère a compris cela très jeune. Elle a choisi de vivre avec ce qu'elle avait fait. Puis elle a juré de ne jamais revenir. C'était sa seule manière de rester celle qu'elle était devenue. Non, A dit Claire. non. Si vous voulez qu'au moins l'un de vous parte demain, il faudra que l'autre soit dehors à la première cloche du matin. J'aurais voulu l'accuser de folie, de cruauté, de mensonge. Mais derrière lui, dans l'ombre des volets clos, quelque chose bougeait déjà au bout de la rue. Une silhouette qui venait en ligne droite, trop calmement pour être un humain pressé. Le patron a vu mon regard. Rentrez, tout de suite. Nous avons repris la voiture et regagné la maison. La route de retour a été la plus longue de ma vie, bien qu'elle ne fasse que quelques centaines de mètres, parce que les silhouettes étaient maintenant plus nombreuses. Pas partout, juste assez pour que chaque croisement en contienne une. Certaines tournaient vers nous, d'autres vers les maisons. Une, très mince, debout au milieu du jardin public. Une autre sous l'abri de bus, assise comme un voyageur patient. Et plus nous roulions, plus l'idée du patron prenait forme en nous deux sans qu'aucun mot ne soit prononcé. L'un devait rester dehors, l'autre partirait peut-être. C'était obscène, ancien, absurde, et pourtant tout dans le village semblait construit pour rendre cette règle vraie. Une fois la porte refermée, nous nous sommes mis à parler trop vite, trop fort, comme si la parole pouvait encore empêcher la logique du choix. « On ne va pas faire ça », a dit Claire. « Non. On attend l'aube ensemble et on tente la route. » Oui. Mais aucun de nous n'y croyait vraiment. Les pas ont repris à l'étage, puis une porte a claqué doucement. Puis quelque chose s'est mis à descendre l'escalier. Une marche, une autre, une autre. Comme si ceux qui se trouvaient là voulaient nous laisser le temps de comprendre qu'il occupait désormais le haut de la maison. Claire m'a regardé d'une façon que je n'oublierai jamais. Pas de l'amour simple, pas du désespoir pur, une sorte de calcul terrifié qu'elle se détestait déjà de faire. Martin ? Non. On peut peut-être ? Non. Écoute-moi, non. Je savais déjà ce qu'elle allait dire. Nous avons toujours su, dans les vraies familles, qui sacrifierait le plus facilement sa propre chance et qui mentirait pour empêcher cela. Claire était l'aînée de 3 ans. Elle avait élevé plus que vécu pendant des années, surtout quand notre mère tombait dans ses silences. Moi, j'avais suivi. Elle me regardait déjà comme quelqu'un qu'il fallait encore mettre à l'abri, même maintenant, même ici. Si l'un sort juste avant l'aube, a-t-elle commencé, et si l'autre conduit au premier son de cloche, on ne sait même pas si c'est vrai. On sait que tout le reste était vrai. Dans le couloir, au pied de l'escalier, quelque chose s'est arrêté. Nous ne le voyions pas depuis le salon, mais nous sentions clairement sa présence. Pas caché, simplement posé là, de l'autre côté de l'angle, à écouter notre peur. Claire a pris les clés de voiture. Je vais sortir au moment où ça blanchit. Tu démarres et tu ne te retournes pas. Je ne pars pas sans toi. Tu partiras. Non. Je l'ai dit trop fort. Au même instant, une voix identique à la mienne a répété depuis le couloir. Non. Nous nous sommes tus, pétrifiés. La chose à l'angle venait de nous rendre notre dispute avec ma propre bouche. L'horreur véritable de cette nuit-là n'a pas seulement été dans les silhouettes ou les routes impossibles. Elle était là, dans la vitesse avec laquelle le village récupérait ce que nous disions, comme si tout échange un peu intime lui donnait de la matière pour recomposer des présences. Nous avons attendu le reste de la nuit presque sans mots. Assis au sol, dos contre le mur du salon, lampe allumée, regard fixé tantôt sur la porte, tantôt sur la fenêtre opaque. Par moments, des pas passaient dehors. Par moments, quelque chose touchait les volets. Une fois, très tard,
Nous avons entendu des rires d'enfants sur la place, alors qu'aucun enfant vivant n'aurait été dehors à cette heure-là. Une autre fois, la voix de notre mère a traversé le jardin en chantonnant une mélodie qu'elle nous fredonnait pour dormir quand nous étions petits. Claire s'est mise à pleurer en silence cette fois-là. Moi, j'ai compris que la nuit ne voulait pas nous effrayer au hasard. Elle travaillait précisément contre ce qui nous restait de volonté. Vers 5 heures, le ciel a commencé à pâlir légèrement derrière les rideaux. Pas le jour encore, juste cette promesse grise qui fait revenir la forme des choses. Claire s'est levée. C'est maintenant. Non, tu démarres quand je ferme la porte. Claire ? Elle s'est penchée vers moi et m'a embrassé sur le front comme quand j'étais enfant, ce qui m'a encore plus terrorisé que la nuit entière. J'ai saisi son poignet. On peut courir tous les deux. Elle a secoué la tête. Maman a réussi seule. Ça veut dire qu'un seul passe. Elle a ouvert la porte d'entrée avant que je trouve d'autres mots. L'air de l'aube entrait déjà, gris et froid. La rue semblait vide. C'était peut-être cela le pire piège du village. Au moment du choix, il rendait tout presque simple. Claire s'est retournée une dernière fois. Ne te retourne pas au carrefour. Puis elle a couru. Je suis resté figé une demi-seconde, puis j'ai bondi vers la voiture comme un homme qui agit encore alors qu'il a déjà perdu quelque chose. Le moteur a démarré. J'ai vu Claire traverser la place en courant vers la sortie principale, silhouette noire dans la lumière sale du matin. Et derrière elle, comme décrochée du bord des maisons, d'autres formes se mettaient enfin en mouvement. Pas vite, mais tout ensemble. J'ai roulé. Je l'ai dépassée un instant. Elle m'a hurlé de ne pas m'arrêter. Je l'ai vue dans le coin du pare-brise, essoufflée, vivante, encore entièrement claire. Puis la première cloche du matin a sonné. Très claire, très proche. La route s'est ouverte devant moi. Pas de boucle, pas de retour. La vraie sortie. Dans le rétroviseur, j'ai vu Claire ralentir. Pas parce qu'on la saisissait, pas parce qu'elle tombait. Elle ralentissait comme si l'air autour d'elle devenait plus épais, ou comme si le village rappelait doucement quelque chose qu'il considérait déjà comme sien. Les silhouettes n'encerclaient sans la toucher. Je me suis presque arrêté. Sa dernière injonction me frappait encore plus fort que ma peur. Ne te retourne pas au carrefour. J'ai continué. Je ne sais pas combien de kilomètres j'ai fait avant de m'arrêter sur un bas-côté en plein jour. Peut-être 10, peut-être 30. Le soleil montait déjà sur les champs. La route était normale. Les voitures recommençaient à exister. Mon téléphone retrouvait du réseau. J'avais les mains tellement crispées qu'il m'a fallu 2 minutes pour décrocher quand un numéro inconnu a appelé. C'était la gendarmerie de la ville voisine. Une patrouille m'avait repéré et arrêté. Il voulait savoir si tout allait bien. J'ai dit oui. Je n'ai pas su dire autre chose. Que pouvais-je raconter ? Que ma sœur était restée dans un village qui n'apparaîtrait peut-être pas correctement sur leur carte ? Que notre mère avait laissé une sœur à sa place des années plus tôt ? Que les routes n'acceptaient de s'ouvrir qu'à prix égal ? J'ai fini par retourner sur place avec eux, plus tard dans la matinée. Le panneau de Val-Gris était toujours là. Le village aussi. Mais rien n'y ressemblait plus tout à fait. Les habitants parlaient peu, encore moins que la veille. Le patron du café a prétendu ne pas m'avoir vu la nuit précédente. La vieille femme au géranium a dit qu'elle n'avait pas quitté sa maison depuis le dîner. Quant à la maison de notre mère, elle paraissait simplement abandonnée, grise, silencieuse, pleine de poussière et de draps. Aucun signe de la nuit. Aucun cahier sur la table. Aucun couteau déplacé. Seulement ce calme odieux des lieux qui savent qu'ils seront crus moins longtemps que ceux qui y ont survécu. J'ai demandé si quelqu'un avait vu ma sœur. Personne. Les gendarmes ont pris ma déposition avec cette politesse lasse qu'on réserve aux gens en état de choc. Adulte disparu après une nuit en zone rurale.
Peut-être partie à pied, peut-être crise, peut-être accident en contrebas. Ils ont organisé des recherches et n'ont rien donné, ni dans les fossés, ni dans les bois, ni dans les villages autour. Rien. Sauf une chose. Le lendemain, un agent m'a montré une image de caméra routière prise à 6h02 sur la départementale à la sortie de Valgry. On y voyait ma voiture passant seule. Puis, 3 secondes plus tard, sur le bord droit de la chaussée, au-delà du champ, une silhouette immobile tournée vers la route. La résolution était mauvaise, bien sûr. Toujours mauvaise quand on a besoin d'elle. On distinguait à peine le visage, mais on voyait clairement la veste de Claire. Je n'ai pas vendu la maison. Je n'ai jamais pu. Pas par attachement, par peur de transmettre quelque chose que je ne comprends pas à des inconnus qui n'auront pas les règles. Je paie encore, à distance, l'entretien minimum, les taxes, le vide. Et chaque année, fin d'automne, quelqu'un laisse dans ma boîte aux lettres une enveloppe sans timbre. À l'intérieur, rien qu'un morceau de papier plié. Toujours la même phrase, écrite d'une main qui ressemble de plus en plus à celle de notre mère. « Tu es parti à temps. Ne reviens jamais après la cloche. » Je ne suis jamais retourné à Valgry après le lever du soleil où j'en suis sorti. Mais parfois, très tôt le matin, quand je conduis sur une route de campagne et que la brume se pose encore sur les bas-côtés, il m'arrive de voir quelqu'un debout au loin. Une silhouette de femme, immobile, presque familière. Je ne ralentis jamais, je ne regarde pas 2 fois, parce qu'au fond de moi, je sais déjà ce qui arrivera si un jour je m'arrête. Au début, elle aura encore le visage de ma sœur. Puis, si je reste un peu trop longtemps dehors avec elle, le village comptera de nouveau juste.